Alors bonjour à tous, nous reprenons la problématique du réel en peinture, une troisième partie cette fois-ci qui va nous parler d'un grand thème du réalisme, un thème qui prend une grande part du réalisme, un des plus grands aspects du réalisme, j'ai nommé le travail. C'est évidemment quelque chose qui vous tient à cœur, je vous connais, vous qui aimez tant travailler. Alors, sans être interdit ni banni de l'art pendant les siècles qui précèdent le 19e, il est vrai qu'on avait tendance à reléguer le travail au peuple et à lui préférer des sujets finalement plus héroïques ou plus futiles, tels que celui-ci. On aime la mythologie, l'exemple est flagrant avec une peinture rococo de François Boucher, un des plus grands peintres précieux, le chef de file du mouvement rococo. Regardez la sensualité de ce tableau. On est très loin du monde du travail. On l'appelait le peintre des grâces, et il est vrai que le rendu de la chair est particulièrement beau. Regardez la qualité de ces nymphes. C'était un peintre qui parvenait à peindre l'élégance des femmes, et aussi quelque part toutes ces femmes sont à la fois sensuelles, provocantes et un bel adjectif qu'on utilise de moins en moins, ingénues. Vous remarquez le petit ange ici, un petit ange joufflu qu'on appelle ces petits anges-là les poutis, et qui sont donc typiques du jeu de la séduction. Cette impression de légèreté chez Boucher, eh bien, elle est très loin du monde du travail. Pourtant, on a déjà représenté le travail avant. Alors, que ce soit réservé, je vais dire, au petit peuple, des travail plus physique, ou aux bourgeois, dans le cadre d'un travail plus commercial. Regardez ici, par exemple, ce tableau de Quentin Médicis, en 1514, je pense, et où on voit donc un prêteur, quelqu'un qui prête de l'argent, qui est avec sa femme pour compter l'argent. En réalité, il y a une fin moralisatrice à ce travail. Un instant. Vous voyez également le tableau de Vermeer, où on peut percevoir évidemment le travail domestique qui est suggéré. Le calme de ce travail domestique, tranquille, paisible. L'accent n'est pas mis sur la pénibilité du travail, comme avec le réalisme, mais bien sur la douceur, la douceur que Vermeer apprécie tant. Je vous montre une adaptation de cette peinture. Voilà pour le clin d'œil. L'accent n'est pas mis, en tout cas, sur la pénibilité du travail, comme c'était le cas avec le réalisme. Alors, les romantiques, évidemment, présentaient la vision du travail, mais toujours cette vision romantique de la chose était en vue d'apitoyer. Il y a une mise en scène sociale qu'on retrouve dans le romantisme presque systématiquement, que ce soit à gauche Delacroix ou à droite Ferdinand Pellé, qui est d'ailleurs passé par plusieurs courants, y compris le naturalisme. Pour ce vendeur de petites violettes, regardez comme tout cela est triste, comme tout cela nous émeut. C'est la volonté du romantisme, ou alors parfois même c'est dans une vision exotique que les romantiques vont présenter le monde du travail. Ici par exemple à gauche Delacroix. Ce romantisme, eh bien, on va essayer de lui tourner le dos radicalement avec le réalisme, qui lui veut proposer le travail, mais en mettant en avant la pénibilité du travail, sans essayer d'apitoyer, et c'est important, le spectateur. C'est le labeur qui est mis en avant. Ce n'est pas un simple travail qu'on montre, mais la pénibilité du travail. Imaginez le socialisme, le syndicalisme, le marxisme,
euh, tous ces mouvements sociaux datent précisément du 19e siècle. Ils accompagnent le romantisme, ils accompagnent le réalisme. Or ici, les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte en 1875 est souvent classé dans les peintures impressionnistes. Pourquoi? Parce que justement, en 1875, c'est le salon des refusés, dont on a déjà parlé, qui s'intéresse particulièrement aux impressionnistes. Quantité d'impressionnistes sont là. Monet, Degas sont exposés à cette occasion, dans ce salon parallèle. Et donc on va assimiler Caillebotte aux impressionnistes qui en plus sont ses amis. Caillebotte, il a hérité d'une fortune considérable et très fréquemment, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les tableaux de ses amis impressionnistes. C'est un collectionneur. Et donc, on l'assimile lui-même aux impressionnistes. Ce n'est pas tellement le cas. Les raboteurs du parquet que vous voyez ici, le sujet et les personnages sont tirés du quotidien. D'ailleurs, c'est une réflexion de son propre parquet, de la maison familiale ici, qu'il tire le sujet de l'œuvre. Que voit-on? Eh bien, on voit du réalisme cru. Zola, d'ailleurs, critique Caillebotte en l'accusant de n'être qu'un miroir sans âme, de présenter une réalité, mais sans qu'il y ait un cœur derrière. Caillebotte peint ici le prolétariat urbain finalement, mais sans prendre parti. Vous voyez l'importance du détail, entre parenthèses, dans ce tableau, détail accordé aux outils. On voit le rabot, on voit les copeaux de bois, le marteau, la bouteille de vin, indispensable évidemment à tout travailleur. Petit message personnel pour la fin de l'année. Et ce réalisme cru est traité avec une ampleur jamais vue. D'abord, cette perspective que Caillebotte va aller choisir, qui provoque d'ailleurs un certain déséquilibre dans le tableau, cette plongée sur le travailleur est exemplaire. On ne la voit nulle part d'autre. Regardez le jeu sur la lumière qui se reflète sur le dos des deux travailleurs de droite, par exemple, c'est merveilleux. Et même si on va plus loin, il parvient à donner une sorte de dimension mythologique à ce travail. Regardez, mettez un cheval en dessous de chaque personnage, et nous sommes devant une course de chars mythologique, une course héroïque. C'est admirable. Et je vous laisse l'admirer. Alors, le réalisme s'intéresse à tout type de travail, que ce soit le travail manuel des ouvriers ou le travail dans les champs, par exemple. L'agriculture prend une grande place du réalisme. Que ce soit Georges Lauget ou Millet, ici, vous reconnaissez les glaneuses de Millet en haut à gauche, eh bien, le travail dans les champs est mis à l'honneur. Mais en aucune façon, vous ne voyez dans cette pénibilité du travail, parce qu'il est pénible, se pencher, ramasser, porter les foins sur des épaules de femmes est pénible. Mais on ne cherche pas à apitoyer le spectateur. Il n'y a pas cette mendiante qui fait la quête en implorant la pitié. Tout type de travail, disais-je, on retrouve aussi, bien sûr, le charbon, avec ici les coltineurs de charbon, ou ici Constantin Meunier, un Belge, dans le retour de la mine. C'est aussi les travailleuses de lin, ou les halles, ces grands marchés. Finalement, chaque peinture réaliste sur le travail pourrait trouver un écho dans l'œuvre de Zola, La Terre pour l'agriculture, Germinal, roman fondamental dont on reparlera pour les mines, L'Assommoir pour ces travailleuses, ou Le Ventre de Paris, par exemple.
un autre grand thème réaliste, eh bien, c'est la laideur. La beauté, la laideur. Alors avant, évidemment, on avait la perfection formelle. Et la perfection formelle, c'était notamment dans la réalisation du nu. Euh, J'espère ne pas choquer vos yeux prudes en vous montrant cela, mais c'est dans les nus qu'on repère évidemment le plus la perfection formelle. Regardez, regardez ces lignes magnifiques qu'Ingres donne à sa source, avec cette impression de vie merveilleuse qu'il parvient à donner à son personnage. Alors, on perçoit évidemment tout l'idéalisme de la situation, nous sommes avant le réalisme, et la volonté d'Ingres ici, c'est d'idéaliser le réel. C'est une allégorie, bien sûr. On retrouve entre parenthèses aussi la fascination que Jean-Auguste Dominique Ingres avait pour l'eau, pour le reflet. Regardez au pied de cette jeune fille, la qualité du dessin et du reflet de ce qu'on voit pour cette œuvre, qui était probablement sa préférée, parce que Ingres a conservé cette œuvre longtemps et a mis presque 40 ans pour la finir. Bien sûr, c'est une allégorie, mais c'est idéalisé. Personne n'a ce genre de voisine qui s'amuse au fond de son jardin pour aller chercher de l'eau, malheureusement. Ingres aimait la perfection formelle au point de déformer le réel. Ici, c'est une commande de la sœur de Napoléon, qui épousera Murat. Par ailleurs, elle ne va jamais payer cette peinture puisque la révolution, la chute de Napoléon va l'empêcher de le faire. Mais regardez cet odalisque. Alors on est en plein romantisme, c'est évident. Cet exotisme, cette recherche d'exotisme est tout à fait romantique. Mais regardez surtout le dos de cette femme. Le dos de cet odalisque. Odalisque, donc, une femme de harem. Eh bien, regardez son dos. Le dos est long, est trop long. Ingres a intégré 3 vertèbres supplémentaires. 3 vertèbres supplémentaires. Parce que cette minutie d'Ingres, cette sensualité, s'accompagne d'une recherche de beauté formelle, de perfection. Avant, la représentation du corps était idéalisée. Et puis arrive le réalisme. En particulier Courbet. Je vous rappelle son surnom sympathique, l'apôtre du lait. Voici un portrait de Jo, le titre a souvent changé, Jo la belle irlandaise, Johanna. Il s'agit en réalité effectivement de Johanna Heffernan, qui est sa maîtresse, une amie. Les critiques ne sont pas toujours d'accord sur cette question. Et Courbet l'a représentée à plusieurs reprises et souvent dans des positions flatteuses. Regardez, enfin, bien sûr, aucune concession ici à la recherche du beau. Pas de concession. Il est comme notre propre miroir quand il nous renvoie notre propre image avec cette violence qu'a l'objectivité. Cette image telle que me renvoie ma caméra, d'ailleurs, en ce moment. Regardez la couleur de la peau, regardez les imperfections, et regardez comme un autre auteur la peignait, un autre amant plus officiel de cette Johanna, comment s'appelait-il, Whistler. Regardez comment il l'a peint. On voit d'ailleurs sa signature en haut à droite. Voilà, c'est la même femme. Ça c'est Courbet, ça c'est Whistler. On voit que Whistler est romantique, il idéalise cette femme, la beauté de cette femme. Courbet présente
une femme quelconque qui présente la banalité du quotidien aussi avec ce geste d'aller, excusez-moi, avec ce geste d'aller dans les cheveux, regardez les cheveux noués, déjà une rousse, c'est pas la couleur qu'on va rencontrer très souvent. Regardez les taches de la peau, le regard presque perdu. Et ça, c'est le réalisme qui propose ce genre de portrait. Les thèmes sont presque finis. Nous allons terminer le réalisme avec une 4e vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.